on est entouré de microbes absolument tout le temps. La plupart sont heureusement inoffensifs, mais de temps en temps, certains peuvent déclencher de véritables épidémies. Alors comment se propagent-ils et surtout, comment est-ce qu'on les traque? Eh bien, c'est tout le travail fascinant de l'épidémiologie des infections et on va décortiquer ça ensemble. Pour y voir plus clair, la toute première chose à faire, c'est de savoir où une infection a commencé. On peut les classer en deux très grandes catégories et le critère est tout simple, c'est le lieu où on l'a attrapé. D'un côté, on a l'infection communautaire. C'est celle qu'on attrape, dans la vie de tous les jours. De l'autre côté, il y a l'infection nosocomiale. Ça, c'est celle qu'on contracte pendant un séjour à l'hôpital ou dans un établissement de soins. Cette distinction, elle est absolument fondamentale parce que la stratégie pour les combattre n'aura rien, mais alors rien, à voir. Les infections communautaires, elles, sont sous très haute surveillance. Celles qui sont particulièrement graves, comme les méningites à méningocoque ou le choléra, doivent être signalées immédiatement aux autorités sanitaires. Pourquoi une telle urgence? Pour déclencher une riposte éclair, trouver la source et empêcher qu'une épidémie ne prenne de l'ampleur. Allez, passons maintenant au deuxième monde, celui des infections nosocomiales. Là, on entre sur un terrain bien plus complexe, parce que c'est un lieu unique où se croisent des microbes parfois très résistants et des patients particulièrement vulnérables. Ce chiffre est assez parlant. Entre 5 et 10% des personnes hospitalisées finissent par développer une infection qu'elles n'avaient pas en arrivant. Le critère officiel, c'est qu'elle doit apparaître au moins 48 heures après l'admission pour être considérée comme nosocomiale. C'est un risque bien réel qui fait partie, en quelque sorte, du parcours de soins. Cette illustration résume parfaitement ce sentiment de frustration. On entre à l'hôpital pour guérir d'un problème et on risque de repartir avec un autre. C'est tout le paradoxe de la médecine moderne. Le lieu de la guérison est aussi, par nature, un lieu de risque. Alors, d'où viennent exactement ces infections hospitalières? En gros, il y a deux scénarios possibles. Soit l'infection est exogène, ce qu'on appelle aussi une infection croisée. Elle vient de l'extérieur, un autre patient, un membre du personnel, ou même l'environnement de l'hôpital. Soit, à l'inverse, l'infection est endogène. Là, c'est une auto-infection. Le patient est infecté par ses propres germes, souvent parce que ses défenses immunitaires sont affaiblies. À l'hôpital, plusieurs facteurs créent une sorte de tempête parfaite. D'abord, l'état du patient lui-même, son âge, sa fragilité. Ensuite, les actes médicaux dits invasifs, comme la pose de cathéter ou la ventilation artificielle, qui sont de véritables portes d'entrée pour les microbes. Si on ajoute à ça la proximité avec d'autres malades et l'importance cruciale de l'hygiène, on a tous les ingrédients du risque. Pour comprendre comment une infection se propage, il faut d'abord savoir où se cachent les microbes. C'est ce qu'on appelle le réservoir. C'est tout simplement l'habitat naturel où un agent infectieux vit, se multiplie et à partir duquel il peut être transmis. Et des réservoirs comme ça, il y en a un peu partout. On a le réservoir humain, une personne malade bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle un porteur sain, qui propage le microbe sans avoir l'air malade. On a aussi le réservoir animal, pour les maladies transmises par les animaux. Et enfin, il y a l'environnement lui-même. La terre, l'eau, les surfaces peuvent héberger des bactéries pendant très très longtemps. Bon, maintenant qu'on sait où se trouvent les microbes, la question suivante est comment est-ce qu'ils voyagent? C'est toute l'étape de la transmission, c'est-à-dire le passage du réservoir à une nouvelle personne. On peut se représenter ce voyage comme une chaîne avec 3 maillons. Tout commence au réservoir, la source. Ensuite, le microbe emprunte un agent intermédiaire qui lui sert de moyen de transport. Et enfin, il trouve un site d'entrée, une porte ouverte pour aller infecter son nouvel hôte. Ce fameux voyage peut se faire de deux manières. Soit la transmission est directe, par un contact, une poignée de main, une morsure ou via les gouttelettes d'une toux. Soit elle est indirecte. Et là, le microbe a besoin d'un intermédiaire. Ce véhicule peut être de l'eau ou de la nourriture contaminée, ou même un vecteur vivant, comme un moustique qui va transporter un virus d'une personne à une autre. Quand une infection commence à se propager de façon anormale, les scientifiques se transforment en véritables détectives. Leur mission, remonter la piste de l'épidémie pour la comprendre et bien sûr pour la stopper. Et voici l'un de leurs outils les plus importants, la courbe épidémique. Elle permet de suivre le nombre de cas dans le temps. Le bruit de fond, c'est le niveau endémique, le nombre de cas habituels et attendus. Mais si on observe une augmentation soudaine qui forme un pic épidémique, c'est le signal d'alarme. C'est la première preuve visuelle qu'une épidémie est en train de se produire. Pour bien traquer une épidémie, il faut être absolument certain que tous les malades sont infectés par le même microbe. C'est là que les marqueurs épidémiologiques entrent en jeu. On peut voir ça comme une empreinte digitale ou une carte d'identité propre à chaque souche. C'est ce qui permet de relier les cas entre eux avec certitude. Et pour lire ces empreintes, les scientifiques ont toute une palette de méthodes. Ils peuvent regarder les caractéristiques du microbe, c'est la biotypie, ou bien les molécules qu'il porte à sa surface, ce qu'on appelle la sérotypie. Un indice très très utile, c'est aussi son profil de résistance aux antibiotiques. Mais la méthode la plus précise, c'est de lire directement son code génétique, son ADN, grâce à des techniques comme la PCR.
Là, c'est formel, on sait si on a affaire à la même souche. En fin de compte, maîtriser une épidémie, c'est vraiment comme résoudre une énigme. Il faut trouver la source, comprendre le mode de transmission et identifier le coupable avec précision. Chaque nouvelle épidémie est un nouveau mystère avec sa propre signature. La question qui reste, c'est donc, sera-t-on assez rapide et assez perspicace pour déchiffrer la prochaine avant qu'elle ne nous dépasse ? C'est tout l'enjeu de l'épidémiologie moderne. Merci de nous avoir suivis.